Mesdames et messieurs, bonsoir. La radio Passion Culturelle RPC a le plaisir de vous retrouver ce vendredi pour une autre édition de l'émission littéraire Le Livre en question. Pour la fête de fin d'année, nous vous conseillons des livres comme cadeau pour vos enfants et vos proches. Le Livre en question, c'est le rendez-vous des auteurs de livres ou romans de toute nationalité. Tous les genres littéraires qui nous viennent des quatre coins du monde sont aussi mis en exergue. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez lus. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons notre amour pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio Passion Culturelle, RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées. Par mail, contact@rpcplus.online. Par le WhatsApp, le plus 33 07 81 28 31 76 ou plus 33 06 26 31 36 77. Par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les mesures barrières. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce jour, nous recevons l'auteur Phénix Jasmin. Présentation de l'auteur du jour, Phénix Jasmin et son recueil de poèmes Saison Noire. Saison Noire est la peinture poétique d'une Haïti traversée par la diversité de saisons dont le temps sauvage d'une société alarmante. L'auteur se fait par analogie un peintre en herbe pour décrire l'attemblement sur un ton satirique ces saisons noires du climat sociopolitique d'Haïti. Ce texte s'inscrit aussi dans un cri de ralliement contre la politique macabre des dirigeants haïtiens qui retiennent ce pays prisonnier du temps des saisons noires. Plus loin, chaque vers traduit harmonieusement dans un miroir fidèle le passé colonialiste de la République d'Haïti avec un mélange d'héritage du folklore haïtien, de l'effondrement de la société haïtienne et l'ombre de l'amour qui danse à petit feu. Écoutons Lydia Antoine qui nous présente ici l'auteur Phénix Jasmin. Lydia Antoine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Simplice. L'auteur du jour, c'est monsieur Phénix Jasmin. Il est né le 5 août 1984 dans une famille de modestes cultivateurs au Gonaïves, la ville de Jacques-Stéphane Alexis, le grand écrivain. Ses parents de la terre salée le confiaient, après ses 2 premiers cycles fondamentaux, au collège diocésain Saint-Paul, qui se chargeait de lui enseigner les premiers goûts de la lecture et les balbutiements de l'écriture. Phénix Jasmin a passé 4 années à l'université publique de l'Artibonite au Gonaïves et ces années couronnées par la détention d'une licence en philosophie et belles-lettres ont été le coup d'envoi d'une passion pour la profession d'écrivain. Si bien que les premiers vers de son recueil, Saison Noire, ont été bien sculptés et taillés. Mesdames et messieurs de l'émission littéraire Le Livre en question, écoutons-le. Bonsoir, Passion Culturelle. C'est un plaisir d'être avec vous pour parler livre. Je suis Phénix Jasmin, un auteur en herbe. Je suis haïtien de la Caraïbe. Je suis artibonicien, notamment je suis de la ville des Gonaïves, la terre salée et aussi la terre de Jacques-Stéphane Alexis. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Je me rappelle lorsque j'ai été au collège Saint-Paul, donc j'ai commencé à tisser un certain goût pour l'écriture, mais aussi pour la lecture. Et après mes études, et disons mieux primaires, arrivé à l'université, donc notamment mes études en lettres modernes, ont activé en moi cette passion. Et comme ça, je prends un plaisir à pouvoir écrire que des poèmes, mais aussi des nouvelles, des romans et des essais. Mais jusqu'à maintenant, on est à l'étape de la publication de mon premier recueil de poésie en pour titre Saison Noire. Sur le label de l'édition Correct Pro, et la vente signature, c'était pour ce 27 novembre 2020. On a eu la toute grande première et ce week-end,
on était au marché de Noël avec ce recueil de poésie qui est mon premier texte. Il a été très, très, très réceptif. Mais même lorsque, en Haïti, nous assistons avec un certain effondrement pour le goût pour la lecture. Et on a eu justement un public qui était assoiffé pour cette vente signature. Parce qu'à l'hôtel Amiral Kélik, l'espace où l'on a fait justement cette vente signature, c'était quasiment ça comble. Parce qu'à côté de la vente signature, mais aussi il y a un spectacle de lecture scénique. J'avais profité de l'occasion pour dire aussi mes textes, mais dans l'intervalle, j'ai profité aussi pour honorer Georges Castra, un éminent poète pour qui j'ai une grande admiration, mais aussi Félix Morisseau Leroy. Donc, c'était deux éminents intellectuels qui ont combattu dûment pour ce que la démocratie haïtienne, elle est devenue dans un contexte post-duvalieriste. Le public écolier, le public universitaire, et ces deux publics, ils étaient au rendez-vous et avec une certaine curiosité intellectuelle en tant que potentiel lectorat pour venir apprécier et savourer mes vers. Je dois vous dire très, très, très certainement, et en tant que type catégoriel, la poésie a été toujours pour moi mon point fort, mais aussi une passion. Et je le dis pourquoi, c'est parce que je me retrouve beaucoup plus à travers l'esthéticité que crée le type catégoriel poétique que les autres types catégoriels comme support littéraire. Là, je parle de genre littéraire. Donc, je me retrouve beaucoup plus dans la poésie parce qu'il y a une certaine liberté, il y a une certaine créativité que ce genre offre aux poètes. Et là, je m'y mets à fond pour essayer d'être traversé par cette muse que constitue même l'esthéticité de ce genre. Mes poèmes, je les définis dans la catégorie de poésie engagée. Pourquoi? Parce que le titre, il est déjà évocatif. Saison noire, c'est quasiment un cri de révolte contre tout ce qui se passe dans le quotidien en Haïti. Donc, c'est un texte qui essaie justement de situer sur un tableau artistique l'image de la politique, l'image du social, mais aussi l'image de l'économie haïtienne. Donc, à travers, il suffit justement de feuilleter Saison noire. Très certainement, moi, j'ai une grande passion pour les lettres françaises. Je vais prendre un exemple. Et Charles Baudelaire, donc c'est quelqu'un qui m'a grandement marqué à travers les fleurs du mal. Et si je dois prendre un cadre dans le paysage poétique haïtien, je choisirais Georges Castra. Donc c'est quelqu'un qui a une plume vraiment excitante. Donc c'est quelqu'un qui, avec ses mots et à partir de ses mots, vous invite à aller puiser dans sa réflexion, mais aussi dans sa musique. C'est quelqu'un qui m'a encouragé et en qui j'ai trouvé en quelque sorte une certaine aspiration, mais aussi un modèle à suivre. J'ai envie de dire un tout petit peu moindre parce que mon texte, c'est Saison noire, se situe directement dans le sillage du quotidien haïtien. Par contre, il y a des thèmes qui sont universels à travers ce texte, à travers cet ouvrage. Donc, qui sont forcément, ces thèmes sont une invitation au public de l'autre bout du monde de venir puiser pour voir en réalité ce qui se décrit, ce qui se dit à travers justement ce texte. Je peux vous dire très, très certainement, dans le contexte actuel en Haïti, la poésie est toujours au rendez-vous. Tout comme autrefois, à l'école, dans des activités culturelles, tout commence parfois par un texte poétique. Il y a toujours un parolier, il y a toujours un diseur qui est là justement pour charmer le public. On a pu constater qu'à défaut de moindre, et la réalité ne change pas pour autant parce que il y a un certain lectorat, un pourcentage bien évidemment pas si faible que soit, qui est toujours au rendez-vous à la réception d'une œuvre poétique. Que ce soit au Gonaïves, que ce soit à Port-au-Prince, ça reste quasiment
toujours le même. Les haïtiens se portent relativement bien et les écrivains contemporains, ils font toujours bonne presse à travers justement le monde de la littérature, si je peux le dire ainsi. Et là encore, il y a tout un ensemble d'activités qui s'organisent en Haïti autour des livres. Je vais prendre un exemple, Livre en folie. Livre en folie, c'est une activité qui est ouverte aux écrivains, aux littéraires, et ça donne en quelque sorte la chance, la possibilité aux livres de voyager un peu plus loin que chez nous en Haïti. Et au Gonaïve, là où je me suis résidé depuis tantôt des années, après mes études en Port-au-Prince, il y a certaines universités telles que le PAC, où j'ai eu mon diplôme en philosophie et en lettres. Donc, c'est un espace qui est ouvert aux livres, parce que aujourd'hui, cette université est à sa 3e édition en termes d'activité livresque. Ça a été un succès dans la mesure où certaines éditions étaient au rendez-vous pour exposer leur ouvrage et pour encourager aux gens, aux lecteurs, les potentiels lecteurs gonaïsiens de venir voir et aussi apprécier les œuvres de ces contemporains, de ces écrivains. Donc pour moi-même, il y a encore de l'avenir. Il y a encore de l'avenir par rapport à notre littérature contemporaine. Les littéraires sont très nombreux et je commence à écrire déjà. Et je m'arrête pas parce que je voudrais avoir une longue carrière en littérature. Aujourd'hui, je travaille sur un recueil poétique, c'est L'Enfer d'une nuit alors l'enfer d'une nuit solitaire. Dans L'Enfer d'une nuit solitaire, c'est un texte poétique qui pose la problématique du mariage et chrétien, du mariage chrétien comme un véritable espace infernal. Il y a d'autres projets. Je travaille aussi sur un recueil de nouvelles et le projet est à venir avec l'édition C3 de Max Xavier. Donc c'est un recueil qui prendra en compte trois ou quatre nouvelles. Et déjà, je travaille d'arrache-pied sur ces nouvelles pour pouvoir les publier. Dans la catégorie théâtrale, 1er décembre 2021, j'aurai à jouer Boisvient. Boisvient qui est un texte théâtral qui se situe dans la catégorie de théâtre. Et ce texte, s'il vous plaît, il parle de la réalité du VIH en Haïti à travers des stéréotypes culturels et des tabous, des clichés qui se cachent derrière cette maladie. Et je vais jouer ça pour le 1er décembre au même moment de la vente signature. Moi-même, je crois très certainement écrire peut contribuer au développement de n'importe quel pays parce que la culture, c'est un élément fondamental dans la construction d'une société. Et à ce sujet, j'encourage tous les potentiels intellectuels à se donner à l'écriture parce que la muse, elle est autour de nous. Tout ce qui se passe au quotidien constitue véritablement une raison pour laquelle nous devrions justement nous mettre à l'écriture. À ce sujet, il y a assez de raisons pour un jeune comme moi, un jeune haïtien ou un européen ou un français, de se donner justement au métier de l'écriture, même lorsque dans le contexte où nous vivons en Haïti, c'est un contexte très difficile pour quelqu'un qui écrit par rapport à des paramètres économiques et aussi financiers. Voilà, alors voici, je crois très certainement, il y a une formation d'une part, mais d'autre part, je crois, il y a une dimension inéthique au coordonné en la matière. Parce que voilà. Il y a de ce côté, de ce quelque chose d'inné qui embrasse la carrière d'écriture d'un écrivain. Mais à côté de ça, il faut se donner à la formation à travers des ateliers de lecture, mais aussi d'écriture. Parce que tout se fait dans la logique d'une méthode, tout se fait dans la logique des règles. Et je crois au sens d'Emmanuel Kant que notre règle du vivant, donc, il est justement couronné par l'application des règles. Si l'on veut avoir un résultat escompté, il faut s'appliquer justement à des règles. Là, c'est le côté de la formation. À moi de vous remercier très certainement
Simplice Animaux, mais aussi Radio Passion Culturelle depuis la France. La culture passe par les livres et le développement passe aussi par les livres. Je vous encourage à lire et à lire encore et à aller lire justement mon recueil de poésie, mon dernier texte, Saison Noire. 12 janvier noir. Le soleil se déprima, puis se coucha au pied des larmes. 1000 bougies s'allumèrent devant la cathédrale d'un Port-au-Prince en toge d'avocat. Qui plaide le sang des innocents de la nature? La prière se donna rendez-vous au champ de Mars, sans nul leadership. Puis la chorale détonna dans la douleur, sans maestro. Au calme de l'espérance, pouvant dulcifier des rêves cassés en 1000 morceaux de stress, jusqu'à l'écho d'un traumatisme noir, ayant la même magnitude que le séisme qui fit débouler ma république, jusqu'à la transformer en un cimetière, à la belle étoile sans tombe ni baron. Oh, 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 odeur fraternelle et répugnante. Oh, oh, musée des ossements en pleine rue. Hélas, les chiens ont un nouvel ennemi, Lucie. Où fut ta main soignante, pauvre nature? Car vers 3 monta le sang des innocents du 12 janvier noir. Lydia Antoine pour la chronique L'auteur du jour. Merci Simplice. À la semaine prochaine. Merci Lydia Antoine. Retrouvons ce talentueux guitariste haïtien Amos Coulange qui nous donne ici un beau récital acoustique. Je vous laisse déguster.
Nous arrivons maintenant à notre rubrique, l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression mettre sa main au feu. Origine et définition. L'origine de cette expression remonte à l'époque médiévale, où l'on se fiait davantage à la justice de Dieu qu'à celle des hommes. Ainsi, l'individu accusé devait porter une barre chauffée par le feu à main nue et la maintenir ainsi. Si la plaie qui en ressortait était propre et bien cicatrisée, on considérait la personne comme étant innocente. Dans le cas contraire, on graduait la sentence en fonction de l'état de la blessure. Aujourd'hui, on utilise cette expression pour convaincre une personne du bien fondé de nos propos ou de nos actions en étant prêt à subir la justice divine, à mettre sa main au feu. Nous arrivons à notre rubrique en librairie. En librairie, présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission, le livre en question. Successivement, nous avons l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Masquili, auteur Daniel Loni. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obi-Teki. L'Afrique libre ou la mort de Kémy Séba. Les Noirs ne savent pas que danser, un roman de l'auteur Black Bond. Les dernières larmes de Dieu, Alléluia Amen du journaliste et écrivain Phil Descali-Nomel, originaire de la Côte d'Ivoire, il vit aux États-Unis d'Amérique. Et vous avez également les œuvres Trilogie africaine et Les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Animaux, paru aux éditions Edilivre. Marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labousière, qui est aussi notre collaborateur. Et pour ce vendredi, le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Fénix Jasmin. Mon coup de cœur littéraire, mon livre coup de cœur. Les auteurs et nos chroniqueuses partagent leur expérience de lecture. Pour ce numéro, notre chroniqueuse Lucrèce Taïro nous propose son coup de cœur littéraire. Elle nous parle du livre Le ton de l'amour de Colin McAuliffe. Écoutons Lucrèce Taïro. À l'approche des fêtes de fin d'année, je me suis dit que pour cette chronique d'avant Noël, j'allais faire simple et efficace. Simple et efficace en partageant avec vous un cadeau littéraire. Tiré une fois de plus de la bibliothèque de ma mère. Pour cette fois, chers auditeurs, je vais tout simplement partager les quelques lignes de mon livre coup de cœur, Le temps de l'amour, tiré du roman de Colin McAuliffe. Le soir de ses 15 ans, Alexander se sauva de la maison paternelle, n'emportant qu'une miche de pain et un morceau de fromage. Hormis les habits qu'il mettait le dimanche pour aller à la messe, il ne possédait que quelques guenilles dont il n'avait pas jugé utile de s'encombrer. Même s'il n'était pas bâti comme un colosse, la vie qu'il menait chez son père l'avait endurci. Il courut toute la nuit sans éprouver le besoin de s'arrêter pour reprendre haleine. D'autres garçons s'étaient sauvés de Kinross avant lui, mais ils étaient incapables de parcourir plus d'un mile ou deux et avaient tous été rattrapés. Sans doute n'était-il pas assez motivé, songea Alexander, mais moi, rien ni personne ne pourra m'arrêter. À l'aube, lorsqu'il s'accorda une halte pour se désaltérer dans un ruisseau, il avait déjà parcouru 17 miles. Dès lors qu'il ne pouvait entrer à l'université d'Édimbourg, quel avenir pouvait-il espérer avoir à Kinross ? Pour lui, travailler du matin au soir à la filature eût été comme de signer son propre arrêt de mort. Une semaine plus tard, n'ayant pas eu le cœur de diriger ses pas vers Édimbourg, il atteignit les faubourgs de Glasgow. Chemin faisant, il avait gagné sa pitance en coupant du bois ou en bêchant la terre, corvée qui ne requérait guère de la force physique et dont il aurait pu s'acquitter les yeux fermés. Mais ce qu'il voulait, c'était apprendre un métier qui requiert de l'intelligence, raison pour laquelle il était venu à Glasgow, 3e métropole de Grande-Bretagne. C'est alors qu'il aperçut au fond d'une cour, avec sa cheminée fumante et sa grosse panse noire enrubannée de vapeur blanche, insufflant de l'air comprimé dans une fonderie. Une machine à vapeur. Il y en avait 2 à la minoterie de Kinross. Mais Alexander ne les avait jamais vus, et il ne les aurait sans doute jamais vus s'il était resté là-bas. Car à Kinross, chaque famille était spécialisée dans un domaine bien précis, et celui de Duncan et James Drummond était la filature, une tradition qui se perpétuait de père en fils. Mais moi, songea Alexander, je vais marcher sur les traces de mon illustre prédécesseur, Alexandre le Grand,
en explorant un territoire totalement inconnu. Le temps de l'amour de Colin McCullough. S'il y a bien une chose à retenir, chers auditeurs, de cet ouvrage, de ce roman paru aux éditions France Loisirs, c'est que peu importe, une fois de plus, je le répète, votre entourage, suivez ce que vous dit votre cœur. Joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Merci à toi Lucrèce. L'actualité du livre. Dans la rubrique Actualité du livre, écoutons l'écrivaine Djaïli Amadou Amal du Cameroun, finaliste du prix Goncourt 2020. Nous les femmes, nous avons envie de dire tout haut ce qui peut paraître un blasphème dans notre société. J'en ai marre de supporter. Je suis fatiguée d'accepter tout. Je suis fatiguée d'être patient. Les impatients traitent tout simplement des violences faites aux femmes, des violences sous plusieurs formes. Le mariage précoce et forcé comme violence, le viol conjugal dont on ne parle pas souvent et qui est un sujet pratiquement tabou dans nos sociétés, les violences physiques, les violences psychologiques, la polygamie comme violence morale, etc. Nous rappelons quand même que 38% des filles sont encore mariées précocement et généralement le mariage précoce est suivi et également un mariage forcé, un mariage arrangé. J'avais 17 ans, j'étais encore au lycée et un homme m'a demandé un mariage, un homme beaucoup plus âgé et mon père, mes parents n'étaient pas tout à fait d'accord, mais mes oncles ont décidé de m'envoyer en mariage à 17 ans. J'en ai beaucoup souffert, mais je m'en suis sortie et je ne voulais absolument pas de ça pour mes enfants. Je ne voulais absolument pas de ça pour mes petites filles. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'était de partir. Pas que partir, fuir de la ville carrément et s'engager dans la littérature, s'engager dans la société civile pour pouvoir être une voix suffisamment forte pour que le jour où on devait les envoyer en mariage et qu'elles ne le voulaient pas, que je sois suffisamment forte pour pouvoir m'interposer, pour pouvoir dire non. Je suis très très contente que mon premier roman Wallandais soit dans le programme scolaire au Cameroun. Voilà qui permet de se rendre compte des réalités que subissent les jeunes filles et de pouvoir justement, par le biais de la littérature et de ce roman, pouvoir aborder ce genre de sujet avec leurs professeurs et prendre conscience. Quand j'ai appris que j'étais la lauréate du prix Orange du livre en Afrique, évidemment, j'étais très très heureuse, j'étais très très émue. On n'écrit pas pour gagner des prix, mais quand on gagne des prix, il y a quand même autour du roman un intérêt et dans mon cas quand je parle des violences faites aux femmes qui est quand même, il faut le rappeler, un sujet universel et il faut toujours et encore en parler, les prix littéraires permettent donc de pouvoir montrer aux gens qu'il y a un livre qui parle de ça et leur donner envie de le lire tout simplement. Mon coup de cœur littéraire ou mon livre coup de cœur, c'est maintenant au tour de notre deuxième chroniqueuse Dani Loni pour son coup de cœur littéraire. Pour ce vendredi, elle nous parle du livre L'autobiographie de Malcolm X, auteur Malcolm X et Alex Haley. Écoutons Dani Loni. Bonjour à tous qui êtes à l'écoute et bienvenue, toujours la joie de vous retrouver. Bonjour à toi Simplice. Aujourd'hui, ma rubrique est consacrée au roman L'autobiographie de Malcolm X, dont les auteurs sont Malcolm X et son co-auteur Alex Haley, paru aux éditions Grasset et Fasquelle en 1966 pour la traduction française et par Presse Pocket pour l'édition française toujours en 1993. Le premier auteur, le co-auteur Alex Haley. Alex Palmer Haley est né le 11 août 1921 à Ithakas et il est mort le 10 février 1992 à Seattle. C'est un écrivain afro-américain. Il a collaboré à l'autobiographie du militant des droits de l'homme Malcolm X, dont il est le co-auteur. Sa participation a eu lieu lors de ses entrevues entre les années 1963 et notamment l'année 1965,
année de l'assassinat de Malcolm X, devenu El Hadj Malik El Shabazz. Il est l'auteur du célèbre roman Racine. Malcolm X. Malcolm Little est le fils du révérend Earl Little et de Louise Little. Son père a 3 enfants, nés d'une précédente union, Ella, Mary et Earl Jr. Malcolm est le 4e enfant né de l'union de son père et de sa mère. Ils sont 8 et par ordre de naissance, il y a Wilfred, Hilda, Philbert, Malcolm, Reginald, Yvonne et Wesley les jumeaux. Malcolm Little est connu sous le nom de Malcolm X, puis sous le nom musulman d'El Hadj Malik El Shabazz. Il est né le 19 mai 1925 à Omaha et est mort assassiné le 21 février 1965 à Harlem. C'est un orateur et prêcheur. Il a été le porte-parole de la Nation of Islam, qu'il quitta en 1964 également militant politique et défenseur des droits de l'homme afro-américain. Il a été l'une des icônes des mouvements afro-américains pour l'abolition des discriminations raciales aux États-Unis, comme Rosa Parks, Daisy Betts et Martin Luther King durant les années 1954 jusqu'à 1965. Il fonda l'Organisation of Afro-American Unity. Depuis l'année 1979, dans certains États, le Malcolm X Day est un jour férié aux États-Unis. La 4e de couverture de l'autobiographie de Malcolm X. Malcolm X n'avait jamais cru qu'il vivrait assez longtemps pour vieillir. Le dimanche 21 février 1965, il est assassiné à l'âge de 39 ans, foudroyé par 16 balles de revolver lors d'un meeting à Harlem. Qui a commandité le crime? À qui Malcolm X faisait-il peur? Et surtout, qui était Malcolm X? Leader charismatique, orateur hors pair, grand messie noir des années 60, celui qui proclamait « Non, je ne me considère pas comme américain, je fais partie des 22 millions de Noirs victimes de l'américanisme. C'est en victime que je porte les yeux sur l'Amérique. Et ce que j'aperçois, ce n'est pas le rêve américain, mais le cauchemar américain. » Cette phrase marqua à jamais l'histoire et la vie politique américaine. Né dans le Nebraska où le Ku Klux Klan faisait alors la loi, enfant des rues à Boston, puis à New York où il verse dans la délinquance, Malcolm fera son éducation en prison avant de devenir le porte-parole du mouvement islamiste américain. Cette passionnante autobiographie où Malcolm raconte son combat et sa vie avec franchise et émotion est à l'origine du film de Spike Lee, Malcolm X, avec Denzel Washington dans le rôle titre. Les extraits. Une jeunesse traumatisante. Page 33. La police emmena ma mère à l'hôpital où mon père était étendu, recouvert d'un drap, et elle ne voulait pas le regarder. Elle avait trop peur. Elle avait sans doute raison. Le crâne de mon père était tout écrasé sur un côté, m'a-t-on dit plus tard. Les Noirs de Lansing murmurèrent depuis qu'on l'avait attaqué puis étendu en travers des rails du tramway, qu'il l'avait écrasé. Son corps était presque coupé en deux. Il survécut dans cet état pendant 2 heures et demie. Les Noirs d'alors étaient plus résistants que ceux d'aujourd'hui, surtout les Noirs de Géorgie. Si les Noirs de Géorgie avaient besoin d'être forts, c'était simplement pour survivre. Page 42. Pendant ce temps, les gens de l'assistance harcelaient toujours ma mère. Elle les haïssait et ne s'en cachait pas, n'en voulant pas dans sa maison. Mais ils venaient, sûrs de leurs droits, et semaient en nous les graines de la discorde. Ils nous demandaient par exemple lequel d'entre nous était le plus intelligent et pourquoi j'étais si différent. Ils croyaient, je suppose, que mettre des enfants dans des familles adoptives faisait partie de leurs fonctions légitimes. C'était moi, leur cible. J'étais voleur, cela voulait dire que ma mère ne s'occupait pas de moi. Page 43-44. Pour ma mère, ce fut un choc terrible, le commencement de la fin de la réalité. Elle commença à parler toute seule, sur sa chaise ou en marchant, tout comme si elle ignorait notre présence à nous. Les gens de l'assistance la voyaient décliner. Ils prirent alors des mesures définitives pour m'enlever à ma famille. Page 44. Plus ma mère parlait toute seule, plus elle nous négligeait. Elle devenait irresponsable. La maison était moins propre. Nous étions de plus en plus hirsutes. Et maintenant, c'était plutôt Hilda qui faisait la cuisine.
Nous autres, nous regardions notre mère se laisser aller. C'était quelque chose de terrible, comme un avant-goût de la catastrophe. Les petits s'appuyaient davantage sur Wilfred et Hilda, les aînés, les plus forts. Page 46. Bientôt ma mère s'effondra complètement et, par décision du tribunal, on l'a mis à l'hôpital psychiatrique. Ma mère demeura dans ce même hôpital pendant 26 ans environ. J'allais la voir de temps à autre. Rien ne m'a jamais ému autant que l'état pitoyable dans lequel je la trouvais. En 1963, nous l'avons sortie de là et maintenant elle habite chez Philbert. Je veux ajouter que Louise Little a été profondément traumatisée par les circonstances de la mort de son époux et par la charge de ses 8 enfants. Une sévère dépression nerveuse s'ensuivit sans qu'elle n'ait de soutien ni de soins adaptés. On sait qu'elle ne reconnut pas ses fils et les regardait fixement. Elle avait perdu l'esprit et disait « Tous les gens sont partis ». Un engagement politique antidiscriminatoire. Page 288. Les journalistes m'interrogèrent donc sur ma lettre à la Mecque. J'espère, dis-je, que mon pèlerinage a établi une fois pour toutes l'authenticité des liens religieux qui unissent la mosquée musulmane et les 750 millions de musulmans orthodoxes de l'islam. Quant aux Africains noirs, je sais qu'ils considèrent 22 millions de Noirs américains comme des frères. Ils nous aiment, ils se tiennent au courant des péripéties de notre lutte. Ils sont heureux d'apprendre que nous nous réveillons du long sommeil pendant lequel l'Amérique dite chrétienne nous a appris à avoir honte de nos frères africains, de notre patrie africaine. Il m'est arrivé, dans le passé, de condamner en bloc tous les blancs. Je ne le ferai plus jamais, car je sais maintenant qu'il existe des blancs sincères, capables de se conduire envers l'homme noir comme des frères. Le véritable islam m'a appris qu'il est aussi erroné pour un noir de condamner tous les blancs que pour un blanc de condamner tous les noirs. Mais croyez-moi, dans le monde entier, les peuples de couleur en ont assez de la condescendance du blanc. C'est pourquoi vous avez tant d'ennuis au Vietnam et ailleurs. Et ici même, dans notre hémisphère où 1 million d'hommes d'origine africaine sont divisés parce que les blancs leur ont appris à se craindre, à se haïr les uns les autres. À Cuba, aux Antilles, au Brésil, au Venezuela, dans toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique centrale, il y a des hommes dont le sang est africain. Savez-vous ce qui arriverait si tous ces gens, arabes, africains, américains, prenaient conscience de leur parenté, de leur héritage commun, l'héritage africain, de leur but commun, si tous ces hommes s'avisaient de s'unir? La presse, ce jour-là, était impatiente de se débarrasser de moi. Dernier extrait, page 312. 22 000 personnes en tout défilèrent devant le corps. 6 000 autres se trouvaient sur le chemin du cimetière, ainsi que des centaines de policiers. Les reporters interrogeaient les passants. « Il me fascinait, dit une jeune blanche au New York Times. » Et une noire ajouta « Je suis ici pour rendre hommage au plus grand noir de ce siècle. C'est un noir. Ne mettez pas un homme de couleur. » Une note cependant qui a son importance et que l'on retiendra. Il faut savoir qu'au début de l'année 1965, Malcolm X avait été invité par la communauté afro-américaine de Paris pour participer à un meeting. Il ne pourra y participer car il sera refoulé à l'aéroport de Paris sous la présidence de De Gaulle et à la demande des autorités américaines. Malcolm X réagira en affirmant, je cite, qu'il ignorait que la France était gouvernée par les États-Unis. Une phrase prémonitoire quand on voit l'alignement total, depuis la fin du mandat présidentiel de Jacques Chirac, de la politique étrangère de la France sur celle des États-Unis. Mon sentiment sur cet ouvrage. Malcolm X a été victime d'une mauvaise réputation qui lui prêtait une personnalité violente et haineuse à laquelle il n'a pu entièrement se défaire. Il est resté comme un personnage ambigu et défini comme quelqu'un qui incitait les Noirs à la haine des Blancs. Pourtant, c'était un pasteur et un politicien hors pair qui défendait la cause des Noirs pour plus de justice
Il préconisait la riposte face à l'agression, la défense face à l'attaque. Et comment lui en vouloir? Se laisser tuer sans se défendre? Ne pas essayer de survivre lorsque l'on se fait agresser? Toute personne a le droit de se défendre, et c'est cela qu'il enseignait. Les journalistes, la politique de l'époque, avaient la ferme intention que son nom demeure synonyme de haine et de violence, d'un personnage provocateur, afin que les Noirs ne puissent pas se soulever en préférant prendre leur distance avec lui pour ne pas être considérés comme des êtres violents. Il a été certainement mal entendu alors qu'il n'a pas eu le temps de prouver qu'il était rassembleur et qu'il comptait sur tous ceux, quel que soit leur profil, qui pourraient changer l'Amérique, comme d'ailleurs le prêchait un autre pasteur, Martin Luther King, et qui ont, en finale, été tous les deux assassinés. Ce qui veut bien dire que le soi-disant violent et l'homme de paix n'avaient aucune chance de survivre dans un pays ségrégationniste où régnait la haine raciale de l'époque. Chers auditeurs, à bientôt pour une nouvelle rubrique. Alors pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Proverbe africain. Votre émission, le livre en question, prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous sévir. Restez entre vos lignes. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine, Lucrèce Taïro et Dani Loni pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, je répète, c'est via ces coordonnées, émission, le livre en question, téléphone WhatsApp, +33 06 26 31 36 77, RPC, la radio Passion Culturelle, par mail, contact, @la rpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76, ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online, ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle. Ou passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. Passez de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. On se quitte sur une belle chanson de Noël avec un collectif d'artistes haïtiens dirigé par le doyen d'âge Lionel Benjamin. À bientôt et très bonne fête à vous. Musique thématique.